Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros, vous savez bien sûr de quoi je parle, les gros billets, pour dire Bye Bye Patron, bonjour les biftons. Et donc, aujourd'hui, on va avoir l'épisode Les tourbillons de l'entrepreneuriat et de l'investissement, l'essence même d'une vie bien remplie, avec notre cher Julien Calamotte. Julien va nous expliquer comment est-ce qu'il a créé un business avec zéro fonds. Il va nous parler de tous les side business qu'il a eu à foison. Il a pas mal alterné entre l'entrepreneuriat et la vie de salarié. Il a bien vu les deux facettes et les avantages qu'on peut avoir dans les deux côtés. Ensuite, il va nous expliquer comment il a acheté 11 biens en 12 mois. Et puis, on va parler un petit peu d'investissement au Portugal. Et puis aussi, il est passé par le Canada. Un peu tout ce que j'aime, hein. Faut dire ce qui est. Avant de démarrer, vous le savez, je vous fais toujours des intros parce que j'ai 1 milliard de choses à vous raconter. Je vais vous expliquer quelques petites leçons d'investissement, des petites leçons que je tire moi-même de ma propre expérience. Et là, la leçon que j'ai, parce que c'est la deuxième fois que j'ai des locataires très jeunes. Donc en fait, j'ai fait rentrer, je pense que j'en avais parlé, bref, j'ai un logement qui s'est libéré. J'ai fait rentrer des nouveaux locataires qui sont très jeunes. Et quand vous avez des locataires jeunes, vous avez un peu la double peine. Alors bon, en fait, c'était pas du tout un mauvais profil, ils sont pas méchants et tout. Mais vous avez la double peine des jeunes qui savent rien, entre guillemets, qui savent pas beaucoup de choses, si c'est inclus ou pas. Enfin, ils comprennent pas exactement si vous êtes leur papa, leur propriétaire, leur maman, etc. Mais voilà, ils sont vraiment de bonne foi. Mais en tout cas, sachez que si vous avez des locataires qui sont jeunes, ça peut vous arriver. Et de l'autre côté, vous avez les parents qui veillent sur leur progéniture et qui peuvent aussi un peu vous taper sur le système parce qu'ils vous appellent souvent, etc. Ça peut arriver, voilà. Sachez-le, soyez-en conscients quand vous louez à des jeunes. Là, je pense qu'ils ont 18 et 20 ans. C'est un couple, premier appartement, etc. Mais ils sont pas méchants. Ils ont fait correctement les choses. Les parents sont derrière. Ils ont bien fait tout ce qui est assurance contre les risques locatifs, payer la caution, etc. Tout s'est bien passé, mais sachez que vous allez peut-être avoir plus de travail par rapport à des locataires un peu plus âgés. Comme ce que tout le monde connaît, et notre cher Florent, aka un entrepreneur, il dit pour les LCD, quand vous avez des boomers, lui voudrait faire payer des suppléments boomers, parce que les personnes plus âgées qui utilisent Airbnb et Booking, eux, ils peuvent avoir besoin de plus de sécurité, ou alors ils comprennent pas forcément certaines technologies dernier cri, style télé, et donc ils vont vous appeler pour cela. Écoutez, ça fait partie du business. On a tous à apprendre entre les générations, mais il faut en être conscient. Quand on fait de la location courte durée, ce qui peut nous prendre plus de temps, c'est les personnes un peu plus âgées, et quand on fait de la location classique, les petits jeunes, ils peuvent aussi nous prendre un peu de temps. Et voilà, on est content, ils payent leur loyer, ça tombe tous les mois, on se plaint pas. Tiens, félicitations à nos petits amis, parce qu'en fait, j'avais un appartement où j'ai fait rentrer les locataires, et je suis passé voir Abdallah et Christina, donc c'était Abdallah en fait, mais ces deux auditeurs fidèles, ils ont pris un appel avec moi, vous pouvez m'appeler bien sûr, on avait discuté un peu de leurs investissements, et là, boum, je suis allé dans l'appartement que Abdallah il a acheté, donc félicitations à vous. Plein de nouveaux projets, visiblement. Je suis super content. Donc, parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce et essayer de trouver quelqu'un qui peut vous le donner. Ça peut vous aider. Et ensuite, merci à tout le monde parce que j'ai fait les comptes. Je les fais pas souvent, mais j'ai fait les comptes. On a plus que dépassé les 200 000 écoutes pour ce podcast. 200 000 écoutes. C'est incroyable. Imaginez 200 000 personnes dans un stade. Il n'y a qu'en Corée du Nord qu'on voit ça. Et vous l'avez aussi sur le podcast de Bye Bye. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, locataire, c'est fait. Je voulais expliquer... en fait, j'ai pas grand-chose d'autre à vous expliquer. Donc, globalement, ça se passe assez bien ma vie d'investisseur. J'avais fait un appel pour les personnes qui veulent passer sur le podcast la semaine dernière. Si je vous ai pas recontacté, c'est quand même que ma vie a été assez remplie ces derniers temps. J'avais fait mes impôts. Du coup, tout le temps où j'ai fait mes impôts, j'ai décalé à plein d'autres projets importants. Du coup, je me suis occupé de tous ces projets importants. Et maintenant, je retombe sur les personnes qui m'ont contacté pour passer sur le podcast. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Vous m'écrivez info@bybypatron.net ou sur Instagram, Telegram, LinkedIn. Vous êtes les bienvenus. Donc, merci à tous en tout cas pour ces 200 000 écoutes. Ça me fait super plaisir. Jamais de la vie j'aurais pu penser
avoir eu 200 000 écoutes. 200 000 écoutes. Si vous avez payé 1 euro par épisode du podcast, vous vous rendez compte? Je pourrais avoir de nouveau quelques biens immobiliers de plus. Mais non, ça me fait très plaisir. Chaque fois que je vous rencontre, je suis super ravi. Sinon, Club Invest, on avait une place. Je pense qu'elle va se remplir. Je viens de terminer un appel avec un futur membre. Mais si jamais, voilà, vous voulez vous lancer dans l'investissement, vous nous appelez. On a un appel gratuit, bien sûr. On vous explique tout. Vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Il y a zéro bullshit. On est super transparent sur tout. Vous pouvez contacter tous les membres qui sont passés chez nous. Je pense qu'ils vous recommanderont l'expérience. Voilà. Mais bon, les places, c'est rare qu'on ait beaucoup de places. En général, on a une place, ça se remplit. Là, on avait une place. Normalement, ça va se remplir, mais bon, on sait jamais. Si jamais vous voulez nous rejoindre, au pire, on a déjà fait des listes d'attente. On veut vraiment bien s'occuper de vous. Tous les membres qui ont pris le temps, ils ont eu des biens, ils ont acheté des biens, ils en sont satisfaits. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour tout ça. Et le dernier point, vous le savez, je fais le pré-lancement de ma formation des gros billets avec sa RP, comment générer beaucoup d'argent avec sa résidence principale. C'est marrant, depuis que j'en parle, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté parce qu'ils le faisaient et ils m'ont confirmé voilà, que c'est super rentable. Moi, je vous ai expliqué, si vous voulez, vous pouvez aller sur le lien dans la description, mais en 2 semaines, j'avais pris 2200 € de réservation. Je vais être super transparent avec vous parce que je le suis toujours. J'ai pris un peu moins de réservations depuis. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris moins de réservations? Allez, réfléchissez, je vous laisse 2 secondes. Eh ben, c'est normal, tout est loué. Je peux pas louer 2 fois le même appartement le même jour. C'est le problème d'ailleurs de l'immobilier. Hein. On peut pas louer 2 fois le même appartement le même jour. Mais en tout cas, je vous avais dit que j'avais pris 2200 € de réservation en 2 semaines. Et là, en gros, on est à 1 mois. Je suis à peu près à 3500 € de réservation sur les 2 mois. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est de l'épargne pure, c'est du cash flow pur. Avec ça, bah, je suis parti, je me suis fait un petit plaisir là. Un petit week-end de jacuzzi et tout ça, c'était super top. Il faisait beau en Alsace, l'Alsace c'est beau au printemps. Donc voilà, c'est la stratégie que j'ai adoptée avec tout l'argent généré via ces Airbnb. En claquer vraiment une partie, alors ce sera une faible partie, je pense de l'ordre peut-être de 20%, mais en claquer vraiment une partie pour juste des expériences comme ça un peu insolites, des choses où on se dit ouais c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Ben non, c'est ça la vie ça passe vite, autant claquer les gros billets qui tombent du ciel comme c'est le cas. Et puis sinon je voulais vous raconter encore un truc, c'est que grâce au Airbnb, donc en fait je communique avec les voyageurs et là j'ai un voyageur qui m'a dit en fait je viens pour voir ce parc à thème qui est à 40 minutes de votre appartement et je savais même pas qu'il existait. Et là, j'ai eu de la visite de ma famille, je les ai emmenés là-bas, ils étaient super contents. Donc, non seulement les gens, ils me rapportent de l'argent, en plus, ils sont sympathiques, et en plus, ils me donnent des conseils, des pistes à explorer, etc. dans le coin. Parce que forcément, c'est toujours pareil. Quand on est dans sa résidence principale, dans son lieu d'habitation, on s'intéresse pas forcément à tout ce qu'il y a autour, ou alors parfois on s'intéresse, mais entre d'un pays à l'autre, peut-être d'une commune à l'autre, d'un département à l'autre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Donc en tout cas, voilà, si vous voulez souscrire, donc c'est le pré-lancement. Le pré-lancement, il aura lieu encore seulement pendant 1 semaine à partir du moment où donc c'est le dernier épisode de podcast où je vous en parle. L'épisode, il va sortir mercredi 7 juin et donc ce sera la fin du pré-lancement le 14 juin 2023. Donc, si vous voulez en profiter de ce pré-lancement, le tarif à moins 35%, ah oui, moins 35%. Et c'est pas du bullshit. Après, le prix, c'est le vrai prix. Je suis pas là pour faire des fausses offres qui dure pour toujours. Ce sera ensuite le vrai prix. Voilà, forcément il faut remercier les personnes qui nous font confiance en early bird comme on dit pour nous soutenir dans ce travail du podcast et surtout c'est en fait vous soutenir, vous rapporter de l'argent. C'est quand la dernière fois que vous avez eu 1700 € qui vous est tombé du ciel sans faire de nouveaux investissements, sans avoir un coup de chance, juste avec une petite décision que vous avez prise. Voilà. Vous pouvez acheter donc le pré-lancement, c'est moins de 100 € et je vous propose de vous expliquer comment moi j'ai gagné 1700 € en un mois. Donc normalement c'est vite rentabilisé et c'est marrant, depuis que je parle du fait que je loue ma résidence principale, j'ai eu plusieurs personnes, notamment des couples avec enfants, donc merci à vous, qui m'ont indiqué qu'ils faisaient également ça. Et aussi des personnes qui ont des rythmes de vie assez aisés, qui vivent dans des régions, aussi c'est un peu lié, mais par exemple dans le sud-est de la France, et qui m'ont expliqué qu'ils faisaient également ça. Donc c'est
plus courant qu'on ne le pense. Je sais, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu tabou. Hein. Quand j'en parle, les gens, ils ont un peu un... Mais voilà, c'est un bon moyen de générer des gros billets en partant voilà, avec un business, très peu de risques, des bons résultats. Ce ne sera pas les plus gros résultats on va pas faire des millions grâce à ça, mais en tout cas, ça peut vous permettre de voyager, d'épargner ou de vous offrir des plaisirs comme ça. Ça peut être un tour de circuit en voiture, ça peut être du parapente, ça peut être louer un logement qui est un peu plus cher pour votre location de vacances. Imaginez, vous avez un budget de 1 000 € pour louer une maison avec votre famille, et puis en fait pendant la même semaine vous louez votre propre logement, je sais pas, 700 €. Bam, vous avez 700 € de plus, et peut-être que vous pouvez avoir la maison avec le jacuzzi, la barre de pole dance, le trampoline pour les enfants ou que sais-je. Voilà, tout ça grâce à une toute petite action qui peut vraiment vous générer des bifetons. Je vous souhaite une très bonne écoute on se retrouve de l'autre côté avec Julien, et vous allez voir, on va parler des tourbillons de l'entrepreneuriat. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Julien Calamotte, tu t'appelles, ou Calamotte, comment tu prononces? Non, Calamotte, ça ira. Calamotte, c'est encore plus au sud. Et on avait déjà enregistré il y a 1 an un épisode, finalement, ça n'était pas paru. Là, je suis passé sur le podcast de Julien. T'as pas mal d'épisodes maintenant, hein. Entre 60-70 là, hein. Ouais, c'est ça, ouais, Okay. c'est ça, je sais plus exactement, mais 60, près de 70. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir te présenter, t'es podcasteur, investisseur, t'as dit bye bye patron, t'as plein de choses à nous raconter. Donc, en fait, pour commencer, j'aime bien que les invités, ils racontent une petite anecdote d'un job étudiant, enfin d'un job, voilà, une expérience professionnelle insolite qui leur a dit qu'ils allaient peut-être pas faire ça toute leur vie, et peut-être c'était un peu les prémices du bye bye patron. Donc, qu'est-ce que tu as bien pu faire dans ta jeunesse? Ben, salut Thibaut, déjà je suis content d'être là. On s'est parlé il y a quelques jours sur mon podcast, donc du coup maintenant c'est le moment de se renvoyer la balle. Match retour, voilà. Match retour, c'est ça. J'avais introduit l'épisode comme ça, accent alsacien versus accent toulousain. Et ouais. Là c'est match retour. Donc regarde, ça déteint, tu peux le choper, hein. Ah merde. Bientôt tu dis 20. Et ouais, c'est ça. Avec l'accent toulousain, tu vois. Ouais. Mais non, mais merci. En tout cas, c'est cool de pouvoir échanger comme ça. Alors, une anecdote. Non, en fait, anecdote, je sais pas, mais j'ai quand même commencé à travailler assez tôt. Tu vois, dès que j'étais au lycée, j'ai commencé à bosser le soir et le week-end, parce que j'avais cette envie quand même de faire les choses par moi-même et de gagner mon petit argent et de pas attendre l'argent de poche de mes parents qui arrivait toujours trop tard en fait. Hein, c'est toujours le cas. Voilà. Trop tard et pas assez. Hein, c'est comme toujours. Ça, trop tard et pas assez, c'est toujours comme ça. Et puis des fois avec 20 €, t'as l'impression des fois d'être le roi du pétrole hein, quand t'es jeune, tu vois, quand t'es adolescent. Et bon, on parle plus des mêmes valeurs maintenant, mais non, j'ai fait des jobs étudiants, j'ai fait quand même des jobs assez chiants, tu vois. J'ai bossé l'été sur les chantiers, à faire le manœuvre à 40 degrés parce qu'à Toulouse il fait quand même assez chaud. Donc tu vois, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu l'occasion de le faire. Je l'ai fait et donc je bossais tout le mois de juillet, tout le mois d'août dans des chantiers comme ça avec des gars qui voulaient juste que je leur tienne la brouette et la pelle, tu vois. Ouais. Et je cramais par le soleil. Et donc c'était assez enrichissant parce qu'au final ça m'a donné une vraie valeur du travail. Et quand j'habitais au Canada, je faisais mes études là-bas aussi. Je passais mon bac moi au Canada, puis j'ai fait mes études après là-bas. Et je bossais dans ce qu'on appelle un dépanneur là-bas. C'est une petite boutique ouverte quasiment 24 heures sur 24 où tu peux acheter aussi bien de la bière, des clopes que des chips. Et tu vois, c'est genre un 7-Eleven ou un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, donc et c'était un truc indépendant. Et en fait, dans mon job, en plus de remplir les bières, tu vois, dans le frigo, il y avait promener le chien du patron qui était un gros Rottweiler, tu vois. Ah ouais, génial. Et du coup, ramasser sa merde aussi parce que forcément, ouais, tu vois, moi, j'ai jamais eu d'animal domestique, tu vois, donc je ramassais la merde du chien de mon patron. Et donc en plus là-bas, tout le monde le fait, tu vois, c'est très bienveillant et tout, et tant mieux. Hein. Ça se démocratise un peu en France aussi, mais voilà, là-bas, donc je sortais avec mon petit sachet, pardon, et puis j'allais promener le chien du patron, gros Rottweiler. Alors du coup, personne m'emmerdait, tu vois. Ouais. Mais j'avais limite un peu peur du chien moi-même, tu vois. Parce que c'était même pas lui. Tu dis, je lui marche sur la patte. Et donc c'était vraiment un boulot de merde, tu vois, au sens propre, au sens figuré. Et j'étais payé toutes les semaines en cash.
Ok. Voilà, enfin, c'est vraiment une autre culture, tu vois. Et ça aussi, ça m'a donné un peu le goût du travail, on va dire. Voilà. Je sais pas Bon, si ce qui c'est est bien, c'est positif ou dans pas mal de négatif. pays anglo-saxons, t'es payé à la semaine. Et donc, c'est vrai que moi, tu vois tout de suite le, le retour, quoi. Ouais. Tu Et j'avais m'étonnes. une fiche de paye qui ressemblait à rien. En plus, tu vois, c'était juste un petit papier comme ça, genre un petit coupon. T'avais l'impression que, je sais pas, moi, c'était juste un truc que t'avais découpé toi, quoi. Ouais. Et avec très peu de charges aussi, parce que là-bas, il y a pas beaucoup de charges, voilà, Hmm. et des billets glissés dans l'enveloppe, quoi. C'était assez folklorique. Et tu dis quand même, tu vois, c'est un pays nord-américain, enfin, c'est quand même un pays assez développé. Et au final, non, tu payes comme ça, en cash, avec un petit papier, quoi. Donc voilà, Ouais. anecdote comme ça. Après, j'ai bossé, j'ai fait aussi quand j'étais au lycée en France, en plus des chantiers l'été, le week-end et le soir, j'étais caissier à Leclerc, hôte de caisse à Leclerc. Ok. Tu vois, donc il se trouve que pour l'anecdote, le responsable à l'époque des caisses de la caisse était gay et du coup c'était le Leclerc où il y avait le plus de mecs à la caisse, tu vois, parce que Ah ouais, c'est ça. à l'époque il y avait quand même beaucoup de femmes hein, qui étaient Ouais. hôtes de caisse et nous il y avait plus de mecs que de femmes, tu vois, Ouais. et ceci explique cela. Voilà. Et c'est Mais marrant, moi, j'ai un très bon ami à moi. Il était, je crois que c'était enfin, dans une grosse chaîne de d'hypermarchés. À un moment, ils ont fait un plan social. En gros, ils ont voulu décapiter toute la boîte, tous les cadres, ils sont partis et tout. Et lui, quand il était en plan, enfin, il était en préavis, c'était à la période de Noël au magasin de jouets, et il a dit, en fait, les CV, il a embauché les plus belles filles, quoi. Juste, il regardait juste là, il disait, de toute façon, j'ai plus de compte à rendre à personne, ils ont voulu me faire partir. Du coup, il a dit, t'avais tous les collègues, ils venaient que à son rayon. Les filles, elles étaient pas du tout formelles, elles savaient pas quoi faire. Lui, il était trop content d'avoir embauché 10 petites minettes là pour son rayon, et puis, c'est ça, hein, c'est tout aussi. Attends, j'ai un moustique qui me. C'est tout. Je me bats avec un moustique. Vous le verrez pas à l'audio, mais ouais. ouais, c'est tout aussi discriminatoire en fait que quand t'es gay d'embaucher que des mecs pour te faire plaisir. En fait, tu vois, Ah ouais, c'est, t'es c'est là dans ton incroyable. bureau et t'as la vue sur tous les Ouais. caissiers. Bon bref, Et mais c'est c'est là en que tout tu vois cas. quand tu as des employés, ils peuvent, enfin surtout en préavis, il faut vraiment regarder ce qu'ils font parce que les gars, ils en ont plus rien à faire, quoi. Donc là, t'imagines à Noël, il m'a dit, je crois que c'était le troisième plus gros vendeur de jouets de France ou un truc comme ça. Et à Noël, il avait complètement, enfin, le recrutement, il l'avait fait n'importe comment. Et puis, Tu le vois sur les chiffres. Ouais. ouais, mais Euh, bon, lui, de toute façon, il était parti, il avait pris son chèque et puis il était très content. Ok, top. Et ben maintenant, on n'est pas venu pour parler du métier de caissier et de la monnaie du fond de caisse. Euh, Qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu peux nous raconter un peu Ouais, bah écoute, quand je suis rentré du Canada, du coup, donc j'ai fait Sciences Po là-bas au Canada, tu vois, donc rien à voir avec l'immobilier ou quoi que ce soit, rien à voir même avec les métiers que j'ai fait en fait quand je suis arrivé ici, parce que j'avais fait communication et politique, donc c'était bidisciplinaire et j'avais pas mal aussi, tu vois, de cours de pub, de communication, et ça m'a donné vraiment envie plutôt que d'aller sur la politique, d'aller plutôt dans la pub et la com. Et, et en fait, j'ai trouvé, je sais pas, un job quand je suis rentré en France. J'ai trouvé un job assistant e-marketing, donc dans l'e-commerce. J'y connaissais absolument rien au web marketing. J'y connaissais absolument rien à l'e-commerce, mais je sais pas, ça m'a vraiment attiré. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Donc c'était en 2008, ça. Donc tu vois, ok. l'e-commerce, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et Il y a 15 ans. Ouais. ouais, voilà. Et donc je me suis mis assistant. J'étais payé au SMIC là, mais bon, avec les heures sup, ça faisait un petit peu plus. Parce qu'avec les fameuses 35 heures, ben, quand tu bosses 39, tu fais des heures sup, du coup. Ouais, c'est ça. Ou tu peux faire Ce week-end, j'étais avec une fille. Elle prend jamais de vacances. Enfin, elle part jamais. Du coup, elle m'a expliqué que en fait, elle avait un jour de congé par. Moi, elle travaille dans le public, un jour de congé par semaine. En fait, elle m'a Ah dit ouais. j'ai 51 jours de congé par an. Oh là Donc, là. et en fait, elle m'a dit j'aime pas partir en vacances. Donc tous les lundis, je crois qu'elle est en congé, un C'est truc fou. comme ça. Mais bon. Ouais, mais il y a ça dans beaucoup de domaines là, genre les banques, les assurances aussi, tu vois, qui sont quand même dans le privé. Et Hmm. il y a aussi ça, quoi. Des mecs qui ont 10 11 semaines de congés par an, Hmm. c'est quand même conséquent. Ouais, tu te dis pour faire tourner une boîte, c'est en fait, il te faut 6 7 personnes pour avoir quelqu'un. Ouais.
Ouais, ça coûte cher. Donc tout ça se paye quelque part. Hein. C'est souvent le client final qui le paye. Hein, tu vois. Ouais. Ou alors t'es mal payé. Souvent c'est un peu ou ça alors aussi. t'es mal payé aussi, mais t'as quand même souvent beaucoup d'avantages aussi dans ces groupes-là. Donc finalement, si tu veux, voilà, je me suis dit allez, assistant e-marketing, ça me plaît bien. Moi, j'avais juste envie de bosser en fait. Voilà, j'avais pas de grandes ambitions après avoir fait Sciences Po. Et donc je me suis mis à découvrir l'e-commerce. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis mis à voilà, grimper un petit peu les échelons dans une boîte. Et puis quand l'évolution a été bloquée, je me suis parti, j'ai créé une boîte moi-même. Donc au bout de 2 ans de salariat, j'ai créé une première boîte, une agence web marketing qui accompagnait donc les gens à créer des sites internet et surtout à les rendre visibles sur le web. Voilà, tout ce que tu peux lire aujourd'hui dans des formations et tout ce que tu peux acheter aujourd'hui dans des formations, à l'époque, ça n'existait pas. Donc nous, si tu veux, on était prestataire de services pour des clients qui voulaient gagner en référencement, gagner en visibilité et aussi refondre des sites internet, du web design, etc. Donc ça, je l'ai fait. Mon premier client, ça a été mon patron de l'époque. Ok. Qui m'a fait confiance. Parce qu'en fait, t'avais pas d'argent. Si t'étais payé au SMIC. Ah ouais, non, clairement pas. Alors après, j'avais commencé à grimper un petit peu, tu vois, mais quand j'ai quitté la boîte, je sais pas, je devais être à 2200 euros brut, tu vois, parce que j'avais quand même changé de boîte, donc j'avais fait un petit gap, et puis après, j'avais évolué dans une boîte. Et comme je pouvais plus évoluer parce que mon responsable de l'époque lui-même ne voulait pas évoluer pour prendre la place du N+2, bah, du coup, ça a bloqué, et mon patron m'a dit, mais je vais pas te faire sauter, tu vois, un truc, c'est pas conventionnel. Ouais. Donc, j'ai pas de solution pour toi. Bah, je lui dis, écoute, tant pis, je me casse. Je me suis mis à mon compte. Donc, c'est la première fois où j'ai dit bye bye à mon patron. Et du coup, ça m'a permis de goûter à l'entrepreneuriat. Entre-temps, je m'étais quand même associé de manière minoritaire sur une boîte d'un mec qui m'avait sollicité et on vendait ensemble des protéines pour les bodybuilders sur Internet. Ok. Genre donc, Tim Ferriss, quoi, en même temps que... Ouais. Ouais. Et donc 2009, ça, tu vois, ça faisait 1 an que j'étais salarié. Un gars est venu me trouver, c'est devenu un de mes meilleurs potes. On s'entend toujours très bien aujourd'hui. Et on s'est associés, son frère, lui et moi. Donc eux étaient joueurs de rugby pro à l'époque. Et en fait, on s'est associés. Moi, j'apportais vraiment le sujet marketing, communication, e-commerce, et eux apportaient la culture du produit parce que moi, t'as vu, enfin, on le voit pas à l'audio, mais je suis pas très bodybuilder. On a le même physique à peu près. Ouais, voilà. Voilà, moi, c'est plus comme toi la course à pied, le triathlon, tu vois, que le bodybuilding. Et donc du coup, on s'est associés, on a bien cartonné, ça a bien fonctionné, on a bien développé le site. C'est vrai que quand tu avais les compétences à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus simple de les avoir. Du coup, il y a beaucoup plus de monde qui les a, quoi. Donc je pense c'est exactement ça. T'as tout à fait résumé. En fait, c'est que à l'époque, franchement, l'algorithme de Google, on le maîtrisait parfaitement. On faisait des tests, je faisais des concours de référencement. J'étais vraiment dans la sphère référencement naturel, etc. Et c'était très facile d'aller chercher du chiffre d'affaires avec du référencement naturel. Aujourd'hui, la jungle, elle est monstrueuse. Comme tu dis, les gens ont tous les compétences parce que tu peux acheter des formations et te former très très vite en fait avec le digital aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas là, en 2010, quoi. Et donc, on était un peu les rois du pétrole sur plein de sujets. Donc, en fait, on a monté plein de boîtes e-commerce qu'on a craché, qu'on a revendu, qu'on a arrêté, etc. Mais on a développé beaucoup d'activités e-commerce pour nos clients et pour nous aussi en compte propre. Tu vois, on rachetait des trucs, on les redéveloppait, on les revendait. Ou on les arrêtait. Hein. Comme je disais, on en a craché plus qu'on en a revendu. Et puis, après. Et juste la protéine, là, ça, c'est des business à marge monumentale, non? Je pense. Alors, il y a de très bonnes marges, mais surtout, ce qu'il y a de fabuleux là-dedans, c'est qu'il y a une récurrence et un repeat business qui est monstrueux. Les mecs, dans cet univers, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui consomment ce genre de produits, tu vois. Dans cet univers, tous les mois, ils achètent les mêmes produits. Tous les mois, ça tombe. Bam, bam, bam. Avec un panier moyen qui est conséquent, du coup, un taux de conversion qui est bon aussi, pour ceux qui maîtrisent les notions d'e-commerce. Un taux de conversion qui est bon. Nous, on faisait des journées à 7% de taux de conversion, ce qui est monstrueux. Hein. La moyenne du marché, c'est 1% à peu près. Parce qu'on était hyper niche dans un truc avec du repeat et qu'on avait des clients hyper fidèles. Il y a juste que Google nous a viré au bout d'un moment parce que on utilisait des mots comme créatine, stéroïdes non anabolisants, tu vois, mais il y a quand même le mot stéroïde, etc. Okay. Donc du coup, l'algorithme de Google nous a jeté non pas du référencement naturel, mais des Google Ads, donc des liens sponsorisés sur Google. Et là, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Parce qu'on était quand même assez dépendant. Enfin, la moitié du CA était dépendante de Google Ads. Et même si on avait un bon positionnement naturel et une autorité sur le reste. Et du coup, c'est là qu'on a senti un peu le vent tourner, alors que nos concurrents n'étaient pas virés, eux, tu vois, alors qu'ils utilisaient les mêmes termes, mais tu peux rien faire, en fait. Quand Google te dit, si tu demandes une explication à Google, ils te donnent pas l'explication, en fait. Ils te disent, c'est comme ça, regardez nos guidelines, ça va pas avec les guidelines,
Voilà. Et faites des modifs, mais ils te disent pas quoi faire. On a fait toutes les modifs, on a refondu tout le contenu du site, etc. On n'a jamais pu réannoncer là-dessus. Donc, au bout de 3 mois, on s'est dit on vend. Et on a vendu un peu plus à la casse que si on avait vendu dans la dynamique, mais on a quand même limité la casse et vendu correctement. Voilà. Après, donc pendant des années, quand j'ai développé ces activités-là, en plus de l'agence web, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire du service parce qu'en fait, tu dis souvent, quand tu es indépendant, tu poses pas pour les autres, tu poses pour toi, mais en fait, quand tu as des clients, tu poses pour les autres quand même, tu vois. Surtout du service, quoi. En plus, tu capitalises peu, quoi. Enfin, c'est ça. Donc là, je me suis dit, moi, ce qui me branche, en fait, c'est le commerce. Et donc, je vais me focaliser sur un seul site internet aujourd'hui, qu'on venait de racheter, qui était un site dans l'univers du vélo. Et du coup, on s'est focalisé là-dessus. On a ouvert un magasin de vélo aussi à côté de Toulouse. On a développé le site e-commerce. On voulait vraiment développer le web to store parce qu'à l'époque, il y avait Decathlon d'un côté, on va dire, tu vois, qui était vraiment le retailer de base. Et puis, il y avait des magasins de vélo, pour ceux qui connaissent, comme Alltrix aujourd'hui, qui a été racheté par Decathlon d'ailleurs, qui étaient des pure players. Et il n'y avait pas, en fait, vraiment, les deux ne se parlaient pas trop, quoi, tu vois. C'est comme dans beaucoup de domaines. Donc, nous, on a voulu faire ça. Ça a plutôt bien fonctionné, mais j'ai fait quelques erreurs, tu vois, qui nous ont coûté assez cher. Notamment, on avait beaucoup de stock dans des univers où les couleurs changent tous les 6 mois, tu vois, les collections, les machins, les tout. Et du coup, c'était très compliqué à écouler au bout d'un moment. Donc, sauf la Covid, si tu en avais eu, ouais, voilà. C'était la folie, sauf que tu peux pas le savoir. C'est ça. Et là, c'était en 2013 et on a mis la clé sous la porte, on va dire 2016. Donc voilà. Donc bon. Et t'avais des dettes ou ouais, t'as pu fermer. En fait, on avait des dettes, notamment. Donc on avait des dettes fournisseurs. On a tout épuré. Épuré. Au bout d'un moment, il restait 4-5 000 euros de dettes, tu vois. Donc au début, je voulais faire une liquidation amiable. Il restait 4-5 000 euros de dette. Franchement, j'étais épuisé au bout de 3 mois et demi, tu vois, à tout liquider pour rembourser tous les créanciers. Donc là, on s'est mis à liquidation judiciaire pour 4 ou 5 000 euros. Donc bon, on a planté un fournisseur. Bon, c'est la vie, quoi. Après, c'est une marque de vélo qui est très, très connue aujourd'hui internationalement. Bon, je pense pas que ça leur a fait beaucoup de mal, mais franchement, j'aurais préféré ne pas le faire. Après, on l'a fait. Par contre, j'avais encore 42 000 euros de prêt pour l'aménagement du magasin qui me restait à rembourser. Et là, j'avais une caution 50% ma holding et 50% BPI France, qui est la banque publique d'investissement. Et du coup, pour ne pas être emmerdé, donc c'était au CIC que j'avais ce crédit, pour ne pas être emmerdé et pour, on va dire, partir la tête haute, je leur ai demandé de refinancer la dette à titre perso. Et donc, ils me l'ont refinancé sur 6 ans. Tu vois, 649 Donc là, t'arrives au bout, quoi. Et là, arrivé au bout il y a pas longtemps. Ouais, j'ai fini de payer en mars 2022. Ah ouais. Donc, tu vois, mars 2016 jusqu'à mars 2022, pendant 6 ans, 649 euros par mois. Mais ça m'a permis quoi? Ça m'a permis d'investir dans l'immobilier comme j'ai continué à le faire, parce que voilà, j'étais pas marqué au fer rouge, parce que j'avais planté personne, parce que j'avais été honnête et parce que j'avais assumé absolument tout, quoi. Et le CIC est la banque qui m'a le plus prêté depuis, tu vois, pour investir dans l'immobilier. Si je les avais plantés, autant te dire qu'ils m'auraient pas prêté un euro. Ah, bien sûr. Ouais. Et les autres banques, pareil, parce que j'aurais été dans un fichier. Donc, et tu as un avis sur... parce que c'est vrai que qu'on voit bien, tu vois, en fait, quand tu as des magasins, c'est comme... C'est inhérent au business, mais tu as l'impression que c'est vraiment sans limite, tu vois, les aménagements, et au final, ça vaut presque rien. Enfin, c'est des dépenses énormes. Peut-être... Après, on refait jamais le passé, mais si tu as à refaire, ou si demain tu devais créer un business physique, est-ce que tu essaierais une autre approche vraiment de, tu sais, un peu de lean, une startup en mode enfin, tu vois, cette dépense, c'est vrai que c'est un peu comme les gens qui font des travaux dans leur résidence principale. Tu sais, ça a pas trop de valeur. Enfin, surtout si la cuisine était déjà bien, que tu mets juste pas la couleur et que tu arraches tout. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, ouais. Je vois ce que tu veux dire. En fait, nous déjà, on était parti sur un magasin concept store, donc c'était assez épuré, si tu veux. Et la problématique, c'était pas vraiment le coût du magasin, c'était plutôt, enfin, le coût des travaux, parce qu'au final, 51 000 euros pour aménager 150 mètres carrés de surface de vente avec un atelier, tu vois, etc. Et puis on avait, je sais plus si dans ce financement, on avait aussi les racks pour la partie stockage, mais au final, c'était... Ah, c'était 51 au départ, c'est vrai que tu n'avais pas dit la date de départ. Ça va, c'est pas oui, parce qu'avec les différés d'amortissement, les machins, etc., bon, au final, tu vois, il nous restait encore 42 à rembourser.
Parce qu'au début, tu rembourses quand même beaucoup d'intérêts. Puis à l'époque, les taux étaient à 4%, un truc comme ça. Donc, comme maintenant Surtout les d'ailleurs. taux pro. Voilà, ouais. Donc, voilà, mais j'ai souvenir par exemple que le sol, ça nous avait coûté 8 000 euros, mais on avait fait un truc, voilà, grand passage, etc. Un truc où t'es tranquille pendant 15-20 ans, tu vois. Euh, mais je pense que je referais pas différemment ça. Par contre, je referais différemment plein d'autres trucs, notamment ne pas savoir dire non à un client qui rentre dans le magasin et qui se dit, est-ce que vous avez tel produit de telle marque? Et là, toi, bah, tu viens d'ouvrir ton magasin, tu l'as pas, t'es deg, tu sens que tu vas partir, tu vas perdre un client. Tu lui dis, ben non, je l'ai pas, mais tant pis, je vais le commander pour vous, je connais le fournisseur. Là, quand tu appelles le fournisseur te dit, bah ouais, mais le problème, c'est que si tu me commandes ça, bah, tu vas le payer, si tu me commandes que ça, tu vas le payer tant. Donc, pour le payer moins cher et du grosso modo que nous, on fasse un peu de marge, il faut faire une implantation d'une collection complète. Donc, en fait, tu as rentré une collection complète pour un mec qui est venu te demander un truc. Ouais, et ça se trouve, le reste, je sais Voilà. pas quoi en faire. Et c'est ça. Et donc, tu te Ouais. retrouves avec des bouts de collection, des machins, etc., sur notamment de la fringue ou de la chaussure, parce qu'on était très, très bon sur la chaussure. On avait la plus grosse offre de chaussures en France. Le truc, c'est qu'on avait 100 modèles de chaussures de vélo différentes à l'époque sur Internet, tu vois, c'était quand même conséquent. Et en magasin aussi, pour le coup, pour les Toulousains. Et en fait, bah voilà, les pointures, les couleurs, le machin, laisse tomber, quoi. Enfin, Sans voilà. Ah ouais, faut les pointures et tout. Ah, mais Ça- laisse tomber. Moi, je dois encore avoir une ou deux paires de taille 52, tu vois, qui traînent dans le Ouais. garage. Voilà. Mais ouais, c'était compliqué. Donc là, si tu veux, on a planté le truc. Ma femme et moi, on travaillait là-dedans. Donc ma femme a repris un boulot au bout d'un moment. Je lui ai dit, écoute, on repart parce qu'il faut remplir le frigo, tu vois. On n'avait plus rien, on a tout perdu. Nous, on a tout vendu. On a vendu bagnole, on a vendu scooter, moto, tout ce qu'on avait. On a tout vendu pour mettre l'argent dans la boîte parce qu'on y croyait, tu vois, au projet. C'est le problème d'un entrepreneur, c'est quand même de croire en son truc, sinon il le fait pas. Et là, on a tout perdu. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait accumulé toutes les années précédentes, les business qu'on avait revendus, les marges qu'on avait faites sur le service, hein, parce que l'agence web, ça fonctionnait bien. Le service, c'est beaucoup plus rémunérateur que le commerce en soi. C'est juste une problématique de volume après qu'il faut gérer. Mais du coup, tout ça, on a tout perdu. On a tout perdu sur la dernière activité. Donc là, on a repris des postes de salariés tous les deux. Et puis c'est marrant, mais tu vois, au bout d'un an et demi de salariat, bah, je suis redit bye bye à mon patron, encore une fois. Je me suis remis consultant cette fois en transformation digitale et du coup en e-commerce. Et puis là, ça se passait très bien et j'étais assez épanoui et tout. Mais tu vois, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, putain, t'es con parce que t'avais commencé à investir dans l'immobilier en 2010. Je l'ai pas précisé, mais en 2010, on avait commencé à investir. On en avait racheté un truc en 2011, on avait racheté des locaux commerciaux en 2013 et tu vois, on avait commencé. Et je me suis dit, avec toutes tes conneries entrepreneuriales qui au final t'ont juste coûté un bras et t'ont rien rapporté, bah, t'as oublié d'investir dans l'immobilier. Et c'est même pas que je pouvais pas le faire parce que j'étais entrepreneur ou quoi, c'est que j'y pensais même pas parce que tu vois, T'es j'étais tellement dans focus le sur mon truc. business. Voilà. Et je me suis dit, putain, mais regarde, si t'en avais acheté juste un chaque année depuis 2010, le capital que t'as remboursé là, etc., regarde où t'en serais, quoi. Tu vois, si aujourd'hui tu soldais tout, t'aurais tant de capital. Et en fait, t'aurais suffisamment de capital pour te refaire la cerise, tranquille. Et là, je me suis dit, en plus, je regarde sur meilleur taux, tu vois, réflexe, je vois les taux, je dis, mais hallucinant, moi j'avais acheté ma résidence principale en 2008 à 5%. Là, je regarde en 2017, les taux étaient à 1 et des broutilles, tu vois. Ah, je me dis, non, mais là, non seulement tu as perdu du temps, mais en plus, c'est le bon timing pour redémarrer. Et là, coïncidence, on m'appelle, on me contacte sur LinkedIn 15 jours après, on me propose un poste salarié pour prendre la responsabilité d'un service digital dans une boîte retail. Et franchement, j'avais absolument pas envie d'y aller parce que j'étais bien, tu vois, tout seul, et, voilà, indépendamment. Et bon feeling avec le mec, belle boîte, beau challenge et tout. Et je me dis, et en plus, ça va me permettre de réinvestir dans l'immobilier. Donc, parce que tu sais que je pense que voilà, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent le savent, sans CDI, c'est toujours compliqué. Sans CDI, c'est très compliqué. Et même de trouver, tu vois, hier, j'ai fait des visites pour un de mes appartes et il y a un gars qui revenait il avait fait plusieurs années en Suisse. En fait, il était plus dans les trucs visa et tout parce qu'il était trop vieux. Et il me dit, ouais, j'ai le droit à... En fait, il m'avait déjà contacté pour un autre appart à moi, donc il y a plus d'un mois. Il n'avait toujours pas trouvé, en fait. Il m'a dit, j'ai le droit à 2 400 € par mois pendant encore 500 jours. Et après, je vais lancer ma boîte entre-temps de petits travaux. Je suis en formation là-dedans et tout. Ah, bah, sauf que, bon, bah, moi, j'avais 20 ans, j'ai eu 56 messages pour l'appart. Bah, il y a un gars comme ça, voilà, dans un an, je sais pas où il en sera, tu vois. Mm. Et donc, c'est vrai que quand il y avait longtemps ce débat de acheter sa résidence principale ou pas et tout, en fonction de peut-être là où tu habites, mais au moins, quand c'est ta résidence principale,
t'as pas à rendre des comptes tous les 6 mois où t'en es dans ta vie. Une fois que t'as l'emprunt, et puis tu le rembourses, quoi. Et tu peux te loger quoi qu'il arrive. Et sinon, t'as Ouais. beau avoir. Enfin, c'était le gars qui avait les revenus les plus élevés qui a postulé, quoi, sur l'appart. Et puis en fait, non, je lui ai dit, ben, franchement, il faudrait que vous proposiez de surpayer un propriétaire pour. C'est un peu le Pour risque couvrir le rendement, risque. quoi. Hein. Ouais, Mais ouais, mais bon, après, c'est dur à comprendre si t'es pas là-dedans. Mais ouais. Ouais. donc, ouais, CDI pour emprunter. Ouais, donc les banques sont encore pires que nous hein, sur cette Hmm. approche-là, c'est sûr, parce qu'elles elles sécurisent le risque à mort, c'est leur métier. Et donc je me suis dit, bah, bonne opportunité. Donc j'ai terminé mes contrats que j'avais en cours tranquillement, etc. J'ai commencé en consultant dans cette boîte et puis j'ai accepté le poste de salarié, de basculer en salariat. Au final, je me suis super épanoui dans la boîte. J'ai fini actionnaire et au comité de direction. Et puis, à partir de là, voilà, quelques mois plus tard, peut-être un an plus tard, après, après être monté au comité de direction, j'ai été chassé par plusieurs boîtes, si tu veux. Ça, c'était début 2022, donc assez récemment. Et entre-temps, on fera peut-être le focus immobilier après, tu vois, ça me permet de Ouais. boucler la boucle. Hmm. Mais du coup, j'ai été chassé par plusieurs boîtes dans on va dire, des secteurs totalement différents, mais dont une boîte pour qui j'étais un peu le bon profil parce que j'étais à direction digitale et marketing. Et puis, il y a Safety, qui est le groupe mandataire immobilier, qui cherchait un directeur digital pour intégrer leur comité de direction, parce qu'ils venaient de lever 200 millions d'euros. Et donc, voilà, ils avaient besoin de structurer. Le fonds avait un peu obligé, je crois, à structurer un comex autour du dirigeant, tu vois, qui pilotait Hmm. absolument tout. Euh, et donc, ça m'a paru cohérent de me dire, bah, je reste dans le digital et en plus dans le monde de l'immobilier que je connais un petit peu et des agents immobiliers, j'en côtoie tous les jours, tu vois, malgré moi, des fois. Donc, je me suis dit, c'est cohérent. Et donc, j'ai fait le choix. Et en plus, c'est eux qui me proposaient le meilleur package. Donc, j'ai fait le choix de partir là-dedans. Et je vais la faire courte, mais j'avais fait un post récap sur LinkedIn quand j'étais arrivé, quand j'étais parti de là-bas. Euh, j'avais repris une chanson en disant Safety, c'est fini. Mais en fait, pour la faire courte, le premier jour où je suis arrivé là-bas, je savais que ça allait pas le faire. J'avais longtemps quand même hésité à y aller et j'y suis allé pour les mauvaises raisons. Ça, si c'est une leçon aussi, peut-être que je peux Hmm. tirer de ça, tu vois, c'est que j'avais quatre ou cinq opportunités. J'en avais vraiment deux où j'étais vraiment hésitant, dont Safety. Et en fait, je suis allé là pour des mauvaises raisons, qui étaient des raisons plutôt financières. Et, euh, et les autres me proposaient à peu près le même package en plus, hein, tu vois, pas grand-chose, peut-être quoi, 8% de moins, tu vois, Hmm. 8% de moins à l'année sur le package. Mais j'avais meilleur feeling avec les autres, tout ça, mais je sais pas, j'y suis allé pour les mauvaises raisons. Et le premier jour, donc mauvaise intuition, premier jour, mon intuition se confirme. Je fais quand même l'effort. Je dis, putain, maintenant tu t'es barré, tu vois, t'as changé, t'es là, fais l'effort, tu vois. Peut-être que c'est toi, faut Hmm. juste que tu te mettes dans le moule. Parce que quand tu changes de boîte, tu vois que t'es habitué à une organisation pendant 4 5 ans, tu changes de boîte. Ah, c'est toujours un peu inconfortable. Hein. C'est comme plein de Ouais. situations dans la vie. Quand tu changes, c'est dur de savoir si c'est de l'inconfort permanent ou si c'est juste le temps que tu t'adaptes, quoi. Mais tu as toujours l'impression, tu vois, je sortais bon, voilà, je suis 4 ans et demi dans une boîte, j'avais une équipe Hmm. d'une vingtaine de personnes, tu vois, que ça se passait très bien et tout. Et là, tu as l'impression que quand tu arrives dans une autre boîte, tu dois refaire tes preuves, tu sais. Ouais, que t'es Mais, mais, stagiaire, quoi. ouais, Enfin, mais pour toi, en fait, tu vois, tu as l'impression que hmm. tout le monde te regarde un peu, et puis ce que tu fais, attendre des résultats de suite. Enfin, tu vois, sauf sur des postes de direction, les résultats, enfin, tu les structures avec des équipes, tu vois, tu t'arrives pas Hmm. avec ta baguette magique, bim, on révolutionne tout et on double le chiffre en 3 jours. Et en fait, pas trop de feeling avec le PDG qui était assez, voilà, assez particulier, mais tout comme moi. Enfin, on a tous des profils atypiques à un certain niveau. Et du coup, voilà, je sais pas, ça l'a pas fait. Je me suis fait les efforts et tout ça. Et au bout d'un mois et demi, on était lui et moi d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter, quoi. Ok. Fallait arrêter. Ça allait Et assez vite, quoi. En tout ouais, cas. voilà. Et encore, je trouve que ça a été très très long. Je pense autant pour lui que pour moi, parce que vraiment, on voyait que ça allait pas être possible, tu vois, de s'entendre sur plein de sujets. En fait, il attendait des choses de moi que j'étais pas venu lui donner, et moi, j'attendais des choses qu'il était censé me donner et qu'il m'a jamais donné non plus, tu vois. Hmm. Euh, donc au final, on n'était pas du tout alignés. Donc on a préféré se serrer la main en bon terme et se dire, bah voilà, tant pis, on a essayé, on a échoué. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on a appris. Lui, il a appris sur ses recrutements. Finalement, ils n'ont pas, tu vois, embauché de directeur d'ailleurs, ils ont embauché des responsables opérationnels parce que ce qu'il attendait, c'était de garder les rênes.
en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà, et t'es pas encore prêt pour déléguer ce genre de sujet. Donc voilà. Et moi, ça m'a permis quoi? Ben, je me suis dit, ben, toutes les activités annexes que j'avais à côté et dont je vais pouvoir te parler maintenant, qui sont relatives à l'immobilier, ben, je vais en faire mon activité principale. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si ça marchait déjà en annexe, si je m'y Hmm. consacre à 300%, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ok. Et J'ai donc juste voilà. quelques questions. Ouais. Euh, Déjà, tu connais les sunk costs, les sunk costs, c'est un peu dur à dire. C'est les coûts, tu vois, sunk, quoi. Enfin, les coûts Ouais. irrécupérables, quoi. Sunk, C'est vrai c'est que c'est sombre. C'est ça, c'est quand tu sombres. Quand c'est un navire. plutôt Ouais, quand, ouais, quand le navire il coule, ouais, ouais, quand un navire voilà. école, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est une théorie qui est assez intéressante dans les boulots quand tu restes ou quand même dans les couples, dans la vie et tout. C'est que il y a un moment, t'as mis du temps, t'as mis de l'argent, t'as mis des trucs, mais au bout d'un moment, faut se barrer, quoi. Même si tu vois, parfois, c'est pas évident. Quand toi, t'es parti au bout d'un an, un mois et demi, bon, tu pouvais te dire, bah, vas-y, j'ai laissé un boulot que j'aimais bien et tout. Je laissé pour ça. Maintenant, je vais me mettre, tant pis, je prends sur moi, je fais ci, je fais ça. Après, c'est peut-être aussi avec l'âge. Peut-être qu'il y a 10 ans avant, t'aurais pas fait le même choix ou aussi vite ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours une bonne question à se poser. Il y a des coûts, temps en temps, t'as mis de l'argent, t'as mis de l'énergie dans l'IMO, on le voit bien. Parfois, t'es sur des projets et tout. Puis au dernier moment, t'apprends qu'il y a une servitude ou un truc qui était pas annoncé et il faut se barrer, quoi. Ou des charges de copro qui sont pas payées par trop de. Parfois, tu le sais pas tout de suite, quoi. Tu le sais quand le prêt est à dater, tu vois les trucs et tu te dis, attends, c'est quoi ça? Et toi, ça fait déjà un mois que t'es sur le projet, tu t'y vois déjà. Tant pis, parfois il faut couper, quoi. Et je pense que t'as quand même bien réussi à le faire, quoi. Et après, Ouais, comment t'as alterné? Ouais, vas-y. et non, mais sur ça, en plus, c'était pas facile parce que, si tu veux, entre les deux, j'ai changé de résidence principale. Et si tu veux, on est parti sur une résidence principale sans commune mesure avec la précédente en matière de budget et d'endettement. Et donc, du coup, j'avais eu un crédit accordé, tu vois, à un taux à 1,20. Donc, c'était à l'été 2022, tu vois, 1,20 et, et sur un montant assez conséquent. Et je savais que si j'étais plus salarié, je pourrais pas demain aller emprunter autant avec un Hmm. taux aussi bas, puisque les taux avaient déjà augmenté. Et du coup, je me suis dit, putain, la situation, elle est pas bonne. Parce qu'en fait, tu vas être méga endetté sur ta résidence principale, tu vois. T'as jamais emprunté autant d'argent pour un seul et même projet. T'as jamais eu une mensualité aussi grosse sur tous tes invests compris, à part sur des immeubles en marchand de biens, tout ça, mais c'est un peu différent. Hmm. Et du coup, tu vois, en plus, tu vas quitter ton job, quoi. Tu vois, et tu vas prendre un gros risque associé à ça. Donc, en fait, Ouais. franchement, la configuration était absolument pas bonne et les planètes pas du tout alignées. Mais, mais en moi, je pouvais pas rester. C'était impossible. Hmm. Tu vois, je savais que, tant pis, je prenais le risque, mais en fait, j'ai jamais aussi mieux dormi que ce soir-là, tu vois. Hmm. Voilà, alors que ça faisait un mois et demi que j'avais pas envie d'y aller le matin. C'était quand même chaud. Donc, voilà, mais ce que tu dis, c'est intéressant aussi de savoir prendre sa perte et tourner la page. Hmm. Tu vois, moi, ça m'arrivait sur des projets de marchand de biens, un truc que j'arrivais pas à vendre avec un locataire qui voulait pas se barrer, tu vois, mais un mec, vraiment, limite, il est devenu squatteur du truc. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tant pis, je vends à la casse, mais je m'enlève cette charge Hmm. mentale, je perds un peu d'argent, c'est pas grave, Hmm. je le retrouverai ailleurs quelque part, peut-être pas maintenant, peut-être demain, après-demain, mais au moins, je m'enlève ça. Et pareil, tu dors mieux après, t'as pris ta perte et t'en parles plus, quoi. Et souvent, tu dors beaucoup mieux. Moi, ça me s'est arrivé quelques fois, une fois que tu as pris ta perte et que tu l'as vraiment payé, que Hmm. quand tu sais que tu vas l'avoir, quoi. Mais exactement. Dans beaucoup de choses dans la vie, c'est comme ça. Quand on a peur d'un truc, qu'on appréhende, en fait, au final, c'est pas aussi horrible qu'on peut l'imaginer. Ok. Et ma deuxième question, c'était comment t'as. C'est vrai que t'as des gens, en plus, c'est un peu la mode, tu vois, de dire, en fait, qui voient l'entrepreneuriat comme selon moi, ce qui importe le plus dans ta vie, c'est comme enfin, l'activité que tu fais est censée quand même prévaloir sur ton statut, tu vois. Enfin, Hmm. selon moi, ton épanouissement professionnel. Et après, bien sûr, il faut que les conditions soient acceptables. Et il y a des gens, enfin, maintenant, tu as l'impression que être entrepreneur, c'est un métier, tu vois, alors que, bien, enfin, ok, il y a des trucs différents, mais à la base, il faut quand même avoir un produit. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre. C'est ça un peu la base. C'est pas une fin, enfin, tu vois, c'est pas une fin en soi. Et toi, tu as bien Un métier. alterné ces deux statuts. Ouais, c'est comme nous, en Alsace, t'as plein de gens, on leur dit, qu'est-ce qu'ils font tes parents, qu'est-ce qu'il fait lui?
Et on dit, il travaille en Suisse. Ça, c'est vraiment la réponse. C'est pas un métier, ça. Tu vois? Ouais. C'est pas un métier. Ouais, Donc, ça c'est énorme. Bah, en France aussi, tu dis souvent, il est cadre. ouais, voilà, il est Je cadre, suis il est cadre, mais fonctionnaire. cadre, Ouais. c'est pas un métier, tu vois, d'être cadre. C'est juste un statut. C'est comme Ouais, être manager, c'est pas un métier, manager, tu vois, ouais. c'est une fonction. Et non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, je pense que bon, c'est un mot qui est hyper employé à tout va, le mot entrepreneur aujourd'hui. Tu le vois sur LinkedIn aidant, tous les développeurs Hmm. de mindset et aidant ou n'aidant pas, surtout en fait. Euh, et il faut quand même faire la différence entre quelqu'un qui a un souhait d'entrepreneuriat et donc d'entreprendre quelque chose, c'est-à-dire de créer de la valeur, de créer des emplois, de mettre un produit sur le marché, tu vois, en fait, de vraiment créer une boîte. Et l'entrepreneur qui, pour moi, appelé à tort entrepreneur, qui veut juste être indépendant, en fait. Et Hmm. tu vois, genre, je veux Ouais, être, intéressant. je suis graphiste salarié, bah, je veux plus être salarié, je veux être indépendant. Ok, mais t'es pas entrepreneur, en fait, t'es juste indépendant. T'es peut-être autonome ou pas, parce que tu dépends quand même de tes clients finalement et de c'est eux qui te payent in fine, mais t'es pas entrepreneur en fait. Tu vois, tu fais juste ton métier avec un statut différent. Hmm. Ouais, intéressant. Intéressant, c'est vrai que Et c'est alors, complètement je différent. prends le terme, je prends le métier de graphiste ou web designer parce que c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de bosser dans le monde du digital, tu vois. Hmm. Mais après, il y a plein d'autres métiers comme ça. Hein. C'est pareil, quand tu es agent immobilier, t'es pas entrepreneur. T'es Hmm. agent commercial d'un agent immobilier qui lui a créé une agence immobilière et qui développe une équipe, tu vois, et qui lui est entrepreneur, tu Hmm. vois. Hmm. Mais quand tu es agent co, t'es pas entrepreneur. Je suis désolé. Les bullshit IAD, Safety, etc. Ouais, créez votre boîte, créer un fonds de commerce en étant agent co chez nous. Non, je suis désolé, mais enfin, tu vois, pour moi, c'est pas comparable avec quelqu'un qui monte une agence vraiment immobilière et qui, elle, va développer ce réseau-là, tu Voilà. vois. Ok, top. Et comment tu as vécu cette alternance de salariat, entrepreneur, salariat, entrepreneur? Ouais, je l'ai bien vécu parce qu'en fait, je crois qu'à chaque fois, je me suis jamais trop forcé et tu vois, j'avais toujours des bonnes raisons de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'ai été salarié, j'ai toujours eu des business à côté. Hmm. Donc, soit j'ai eu des petites activités e-commerce, soit je faisais du conseil, du consulting pour des clients qui n'étaient pas du tout concurrents, qui étaient dans d'autres secteurs d'activité, et c'était toujours su par mes employeurs, tu vois, à chaque fois. Ok. Et c'était assez bien vu parce que les entrepreneurs ont quand même cette vision assez claire. Les entrepreneurs qui m'employaient, du coup, hein, chez qui j'étais salarié, Hmm. cette vision assez claire de se dire, en fait, le mec, il s'enrichit vachement en faisant ce qu'il fait à côté et ça m'apporte indirectement ou directement Hmm. moi dans ma boîte parce que le mec va peut-être essuyer des plâtres à côté qu'il essuiera pas chez moi et du coup Ouais, il tu va vas apprendre de apprendre des ces erreurs-là. trucs et tout. Bah Ouais. ouais. Hmm. Et souvent on a tendance et le pire c'est quand un manager salarié dans une boîte veut pas que ses équipes aient d'autres activités, tu vois. Hmm. Et parce ils pensent que le manager pense que il va faire ça sur ses heures de travail, que ça va être contre-productif par rapport à ce pourquoi lui il emploie ou il donne des missions, alors qu'en fait c'est hyper enrichissant pour tout le monde de faire autre chose que juste son boulot du Hmm. lundi au vendredi, tu vois. Hmm. Et au niveau d'ouverture d'esprit, de plein de trucs. Ouais, très. Ouais, avoir un side business comme ça peut vraiment te maintenir. Et puis aussi dans des boulots, il y a plein de métiers qu'on peut que faire salarié, quoi. Enfin, dans, je sais pas, dans l'armée, admettons, tu vas pas être Bah oui. mercenaire tout seul, ou, enfin, et dans plein d'autres domaines. Donc, ouais, avoir un side business comme ça, effectivement, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ok, Et voilà, et vas-y. après, tu veux parler de l'IMO un peu? Ouais, bah, bien sûr, hein. Ouais. Bien sûr, hein. On est là pour ça, hein. Et sur la partie IMO, donc je te disais 2010, donc 2008, résidence principale, 2010, investissement locatif premier, 2011, investissement locatif le deuxième, qui est la même typologie que le premier, à savoir un studio en hypercentre de Toulouse, donc dans le Triangle d'Or, parce qu'on était parti, c'est un truc que je répète souvent hein, pour ceux qui m'ont déjà entendu ailleurs, mais on était parti de la fausse croyance de se dire on achète un appart pour y mettre nos enfants demain, tu vois. Hmm. Et en fait, bon, on l'a jamais fait, on le fera jamais, c'est sûr. Enfin, on le sait maintenant, elles sont grandes, tu vois, elles ont grandi et du coup, elles sont jamais Ouais, habitées c'est dans les ça. appartes et on les a revendus avant d'ailleurs. Mais Hmm. au final, on s'était dit ça, donc bon emplacement, tu vois, quartier sympa, etc. Bon, on n'a absolument pas regretté de le faire. On les a revendus en 2020, cela d'ailleurs, avec forcément un marché qui avait explosé entre 2010 et Hmm. 2020, avec un capital qu'on avait bien remboursé, même si on avait emprunté à l'époque entre 3,5 et 4%, je pense. De toute façon, ouais, maison, c'était 5%, et là, ça devait être, on avait Hmm. renégocié déjà les crédits une ou deux fois.
Après 2013, on a acheté des locaux commerciaux. Des locaux commerciaux pour y mettre nos activités e-commerce. Donc, les locataires, c'était nos boîtes. Voilà, donc les entrepreneurs, entre guillemets, font souvent ça. Quand ils ont des boîtes où ils ont des besoins de locaux, de bureaux, ben, ils créent une SCI et ils achètent. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que tu peux avoir tendance à survaloriser le prix du bien en te disant, ben, ma boîte est capable de payer tant de loyer, donc je vais payer tant de loyer à la SCI, ça couvre largement le crédit et les charges. Mais en fait, peut-être que tu surpayes le bien juste parce que tu as les moyens de le payer. Parce que ta boîte, elle crache assez. C'est un peu... Exactement. Donc, t'appauvris, en fait, mathématiquement, t'appauvris quand même ta boîte sur la valeur du marché par rapport à si tu louais un bien à côté, tu vois, Ouais. au bénéfice de ton propre patrimoine perso. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant quand tu es tout seul ou que tu es associé en famille. Mais dès que tu es plusieurs associés, il y a forcément des conflits d'intérêts là-dedans, tu vois. Si t'es pas propriétaire de Ouais. Si la SCI n'a pas les mêmes des actionnaires actionnaires que la... dans les mêmes proportions que la boîte exploitante, tu vois. Mm. Il peut y avoir des lésés et je pense que même si c'est pas vu au départ, ça peut créer des discussions qui sont quand même pas très sympas à avoir à terme parce que dès que ça parle de pognon, tu as toujours des discussions. Donc, Moi, tu vois, je connais bien les grosses boîtes, quoi, cotées. En fait, les grosses boîtes cotées, elles ont elles rendent des comptes publics, hein, forcément, vu que c'est coté. Sauf que tu as toujours cette partie qui peut exister d'avoir surtout des boîtes, pas les plus grosses, mais tu vois, en dizaines, centaines de millions, d'avoir un dirigeant historique qui, lui, va racheter les murs dans lesquels va être la boîte, ou surtout va racheter un business, tu vois. Tu rachètes un business plus mur, mettons un resto, tu vois. Et en fait, après, il faut faire la répartition. Mais toi, t'es pas sûr que, en fait, enfin, tu dis le propriétaire du resto qui a les murs, il dit, je sais pas, je veux 1 million d'euros. Mais toi, t'es pas sûr, si j'exagère le trait, que le resto, il va le payer 900 000, la boîte, elle va à côté, elle va le payer 900 000. Et puis toi, tu vas payer, enfin, le patron historique, avec une boîte à part, il va acheter pour 100 000 des murs qui en vaudraient 300 ou 400. Et après, les associés, ils vont surpayer aussi, tu vois, et t'as des boîtes, elles rachètent énormément de petits locaux comme ça, tu vois. Et du coup, c'est presque personne peut vraiment voir si la boîte, elle a acheté 100 restos dans l'année ou des plus petits trucs, tu vois. Tu peux pas le voir, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est assez complexe à gérer, et tu vois, même à plus petite échelle, parce que là, pour le coup, c'est aussi visible à petite échelle par la part des associés. Je pense que voilà, c'est quand même à double tranchant. Encore une fois, il faut faire attention. Nous, on a acheté ça en 2013. On a revendu complètement à la casse en 2016 parce que en fait, c'était la période où on avait liquidé la boîte, on n'avait plus une thune, et en plus on avait ce crédit qui tombait, on avait un locataire qui nous avait pas payé, qui était un site de rugby amateur qui existe toujours aujourd'hui, qui avait ses locaux. Moi, j'ai pas de problème à les citer parce qu'il m'a mis bien dedans, tu vois, dans une période en plus, voilà. Donc ça comment il s'appelle s'appelle? On les salue. rugbyamateur.fr. Pas plus compliqué que ça. Rugbyamateur.fr, Voilà. voilà. Donc Vous avez une ardoise pour Julien. voilà, une ardoise de quelques milliers d'euros, c'est pas grand-chose, tu vois. Ça peut paraître pas grand-chose, mais le mec m'a clairement dit droit dans les yeux. Bon, il était plus balèze que moi, donc j'ai fermé ma bouche. Mais il m'a clairement dit droit dans les yeux. Non, mais moi, de toute façon, ma priorité, c'est de me payer à moi. Le reste, je m'en fous. Ok. Donc, tu vois, donc on a fait procédure. Bon, évidemment, on a gagné au tribunal, hein, parce qu'ils étaient dans leur tort, etc. Mais les huissiers n'ont jamais pu rien ponctionner parce que ça devait être des petits malins. Et ils existent toujours. Donc, c'est qu'ils ont toujours des fonds, hein, pour se développer depuis. Et ils nous ont bien mis dans la merde. Du coup, comme nous, on avait besoin de pognon à côté et qu'on surtout on n'avait plus rien, on a dû vendre pour se désendetter surtout et ne plus avoir cette mensualité qui tombait et sur laquelle on n'avait plus de loyer en face, tu vois, et on devait remettre au pot. Donc on avait quand même retrouvé un locataire et tout ça, mais l'un dans l'autre, comme c'était plus notre boîte qui payait, parce que justement nous, notre boîte, elle était capable de payer plus cher que le marché. Et au final, quand tu veux louer après à quelqu'un d'autre sur le marché, les gens sont pas prêts à payer plus cher que le marché. Donc toi, tu dois faire un effort d'épargne. Et on a revendu, pour te dire, on avait acheté, je sais plus, mais 240 000 euros, je crois. On a revendu 210, 3 ans après. Tu vois. Alors, on avait remboursé du crédit. Donc, en fait, au niveau trésor, on n'avait pas perdu grand-chose. Mais par contre, comptablement parlant, c'était une opération vraiment négative, quoi. Ton rendement, il est vraiment pourri. Et en plus, voilà, donc c'était le magasin de vélo, là? Non, c'était l'autre. Non, c'était les activités e-commerce, ouais. Des petites activités qu'on avait développées. Et
voilà. Et en plus, on louait en plus, ce truc-là est vite devenu trop petit. Et donc, du coup, on avait ça, plus on louait un autre entrepôt à 100 mètres de là parce qu'on n'avait pas assez de place, tu vois. Donc, souvent, quand tu achètes des locaux aussi, ils sont sous-dimensionnés par rapport à ta perspective d'évolution. Et ça, c'est très compliqué tu vois, à maîtriser dans le temps. Bah, c'est ça, pour en revenir juste à, tu vois, la résidence principale, c'est vrai que tu as des gens, on en parlait tout à l'heure de comment te loger, et c'est vrai que tes besoins, ils changent, tu vois, surtout si tu as moins de 30 ans, admettons que tu es célibataire, tes besoins, ils changent, donc tu te dis, peut-être tu peux changer de boulot, mais tu peux trouver une femme, avoir des enfants, une femme qui a déjà des enfants et tout. Et donc, c'est vrai qu'en fait, c'est pas si idiot d'être locataire, tu es beaucoup plus mobile, tu vois, mais avoir quand même peut-être juste un appart que tu mets en Airbnb, quoi. Et comme ça, si un jour tu dois te loger, tu peux y retourner. Mais c'est vrai que tes besoins, ils changent. Et combien de gens changent de boulot et du coup, ils font trois quarts d'heure, 1 heure de route, alors que s'ils étaient locataires, voilà, avec 2 000 à 3 000 euros, tu as déménagé, alors que sinon, tu as peut-être mis 20 000 euros de notaire ou 30 000 euros de notaire et tu veux pas vendre de suite, quoi. Et ça, je le vois souvent. Moi, j'ai eu souvent la discussion avec des gens dans les équipes ou des gens autour de nous qui déménagent en fonction de là où ils vont travailler, tu vois. Mais enfin, qui vont acheter. Oui, mais du coup, je travaille là, donc je vais acheter là. Mais en fait, il est garanti à vie ton boulot et toi, ton engagement, il est garanti Ouais. à vie, ton épanouissement, il est garanti à vie. Non, en fait, tout ça, c'est pas garanti à vie, quoi. Donc, tu te dis, bah, il faut se mettre à un point qui est plutôt central et qui est pas trop emmerdant pour chacun. Puis surtout, si toi, tu habites là et ton conjoint ou ta conjointe, elle habite de l'autre côté de la ville, tu vois, c'est quoi l'arrangement que vous allez trouver, tu vois. Ah ouais. Euh, donc ça, effectivement, c'est un biais un peu qui est pas très cohérent, je trouve. Donc après, on a acheté voilà, après, donc on a revendu ces locaux et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. En 2017, je me suis bien réveillé. Les taux étaient bas et là, effet rattrapage, parce que je suis un peu comme ça, c'est ou tout à l'extrême ou rien. Là, entre donc le temps que je me remette un peu sur le marché, que je constate que les prix avaient explosé, que voilà, que c'était déjà bien plus haut, etc., et que j'accepte d'acheter plus cher parce que c'est hyper dur ça. Quand Ouais, tu as c'est l'habitude dur. à Ouais. acheter depuis longtemps, de te dire, ok, j'achète peut-être 40% plus cher que le premier que j'ai acheté, mais en fait, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire? Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut le faire, faut le faire, faut le faire rien que pour le coût de l'argent et l'effet de levier. Donc du coup, là, je me suis mis en recherche à fond, boulimique, j'ai fait que ça. Évidemment, j'avais un boulot à temps plein, donc le soir, je faisais ça, le week-end, je faisais ça. Entre midi et deux, je faisais des allers-retours pour aller faire des visites. Voilà, dès que j'avais un petit moment de libre, hop, appel à un agent, visite, etc. Le marché était quand même assez tendu sur Toulouse, mais malgré tout, j'arrivais avec la réactivité à compenser ça. Et là, j'ai acheté 11 biens en 12 mois. Donc, Ah ouais. avec dont une résidence principale, parce qu'on a profité pour déménager aussi à ce Ok. moment-là. Donc 10 biens locatifs, une résidence principale. Et là, ouais, j'ai dit, je maximise à fond, à fond, à fond l'effet de levier. Donc c'était la bonne époque, puisque 2018, le temps qu'on concrétisait tout, 2018, bah, les taux étaient bas, les banques prêtaient très facilement, sans trop d'apport. Donc on a effectivement, Pas on a pu, d'apport, pas voilà, de HCSF, tout ça, exactement, quoi. du calcul différé aussi, encore, donc qui Ah ouais. permettait d'isoler chaque investissement, pour ceux qui ne connaissent pas, permettait d'isoler vraiment chaque investissement et de le traiter de manière assez indépendante plutôt que de tout mettre dans le même enveloppe pour calculer l'endettement. Et, euh, et même si je suis pas un grand adepte du 110%, je pourrais expliquer pourquoi, mais je suis pas un gros adepte du 110%. On l'a fait quand on pouvait le faire, évidemment, sur des biens qui nous permettaient de le faire aussi. Mais après, on mettait entre 5 et 10% d'apport, quoi. Voilà, ce qui me paraît largement convenable aujourd'hui quand tu achètes un bien immobilier qui vaut 100, de toi payer les frais de 10 et de t'endetter que de 100, quoi. Parce que Ouais. et te mettre aussi en risque toi-même si demain tu dois rembourser un 110 sur un bien qui vaut 100, quoi. Clairement, Hmm. voilà. Ouais, c'est ça. Au moins, le 110%, c'est vrai qu'il t'expose à un risque pour la banque, bien sûr, mais pour toi aussi, quoi. Donc, Bien sûr. faut pas Mais en l'oublier. fait, la banque, elle couvre son risque à elle, mais souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège quand même le consommateur, hein, in fine, hein. Ouais, Tu bien vois, sûr. Bah oui, ça, il c'est y a- sûr. voilà. Donc, et souvent, moi, j'ai encore eu le cas tout à l'heure, j'ai raccroché avec un prospect là, sur de l'accompagnement et qui me dit, oui, mais du coup, si je fais pas de cash flow, je pourrais pas m'en rendetter. Ben, je lui dis, ouais, mais c'est une fausse croyance parce qu'en fait, la banque, ce qu'elle veut, c'est que surtout, elle soit garantie d'être payée si jamais il y a un défaut de paiement. En fait, que tu t'enrichisses sur son dos en faisant 300 euros de cash flow par mois, elle s'en fout un peu, quoi. Enfin, c'est pas Hmm. son sujet à elle, tu vois. Ça, c'est ton sujet à toi. Son sujet à elle, c'est qu'est-ce qui se passe si
le bien qui génère 300 euros de cash flow par mois et que j'ai payé 50 000 euros dans ma petite ville paumée, qu'est-ce qui se passe si la banque doit le revendre aux enchères demain, tu vois? Combien elle va Ouais, pouvoir le c'est revendre? ça. Voilà. C'est ça qui intéresse à la banque. Donc finalement, que tu fasses du cash flow, ça améliore pas forcément des fois ton endettement, enfin ton taux d'endettement en fait, hein. C'est pas vrai parce en face de ça, il y a quand même du risque. Et en plus, quand tes revenus fonciers représentent trop par rapport à tes autres revenus, au bout d'un moment, la banque aussi, hein, elle lève un peu le panneau, hop, on s'arrête un peu, on temporise et on voit. Donc, il y a pas mal de fausses croyances comme ça, je trouve. Donc là, on a acheté ça, 11 biens en 12 mois, et après, on a continué depuis, évidemment. Et à partir de 2019, je me suis mis à accompagner des gens qui m'ont commencé à me le demander, euh, qui m'ont demandé de les accompagner en mode un peu coaching, et puis après en mode un peu investissement clé en main, parce que j'avais commencé à structurer une équipe de travaux, j'avais commencé à structurer un bon réseau, j'avais des opportunités qui venaient à moi que je pouvais plus saisir aussi, parce qu'on peut pas tout acheter. Et puis on n'a pas C'est envie de sûr. tout acheter aussi en fonction de la stratégie, sa propre stratégie. Et voilà. En 2020, il y a eu le confinement. Donc, j'ai pris le temps que j'avais le week-end, en fait, où je tournais un peu en rond pour écrire un bouquin. Et du coup, j'ai écrit un bouquin sur l'investissement immobilier, juste, voilà, sans prétention pour raconter un peu mon parcours, tu vois. J'avais juste envie d'écrire, voilà, ce que j'avais vécu, ce que j'avais fait, mon parcours un peu. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là, ça m'a amené aussi un petit peu de Notoriété. contact, ouais, de De notoriété. notoriété, ouais, pour développer l'accompagnement et l'investissement clé en main que j'ai commencé à développer en marge de mes activités salariées de l'époque euh, et qu'aujourd'hui je développe à 100% avec les activités de marchand de biens aussi que j'ai commencé en fin 2019, pareil. Grâce à une personne de ma famille qui m'a mis le pied à l'étrier en fait et qui lui avait déjà fait plusieurs opérations. Ok. Ça m'a vachement aidé, ça a démarré. C'est ce que je conseille à tous les gens qui veulent se lancer dans du marchand de biens, c'est vraiment de s'associer avec quelqu'un qui maîtrise absolument le sujet en local, dans la ville dans laquelle ils veulent le faire aussi. C'est Mhm. hyper important, l'immobilier en local. Et ça vous aidera non seulement à aller chercher de la dette à la banque, parce que le crédit in fine sur 2 ans, c'est quand même un outil assez particulier dans le cadre de l'achat-revente. Donc, ça se gère pas du tout pareil qu'un emprunt sur 25 ans, Bah c'est un ouais. petit peu. Hmm. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, je fais ça. On a un groupe qui s'appelle Artae, ARTAE, et qui en fait propose des activités, donc propose la transaction, location, etc. sur des biens d'investissement, mais aussi des résidences principales. Mais on est quand même très axé investisseur. Et on a plusieurs activités de marchand de biens qui nous permettent aussi de faire donc de l'achat-revente avec principalement des projets de revente à la découpe sur des immeubles de centre-ville. Voilà, un peu de division foncière aussi, mais pas trop parce qu'il y a des problématiques de TVA que j'aime pas trop le détachement de terrain. Et sur le neuf, j'y vais pas du tout. Et, euh, et après l'investissement clé en main avec Artae, on accompagne de plus en plus de clients à investir sur la région toulousaine, sur la région lyonnaise et le sud-ouest côté Pau, Tarbes, Lourdes, etc. Pour ceux qui connaissent un peu le coin. Donc là, on va trouver des biens pour les investisseurs, gérer les travaux, l'ameublement, la déco, allumer la petite bougie à la fin sur la table, prendre les photos, mettre un locataire. C'est vraiment du clé en main. Ok. Et du coup, c'est les gens, c'est des investissements qui à la base s'autofinançaient, s'autofinancent pas, ils te demandent une renta, ils te demandent une ville, ils te demandent, vous demandez de l'apport. Comment ça se passe? On, C'est quoi on a les directives qu'on vous fixe, forcément? 15% de renta au centre-ville de Toulouse, immeuble avec du charme, pas de travaux. Mais et- alors, tu sais quoi? Il y en a qui demandent des trucs impossibles. Soit ils arrivent à se remettre en question et surtout à ouvrir les yeux et en fait ils finissent quand même par bosser avec nous. Soit on les revoit jamais ou tu la vois 3 ans plus tard, ils ont toujours rien fait. Hmm. Euh, et, euh, et ça, on en a des gens qui viennent nous voir et qui procrastinent depuis des années, ça c'est sûr, qui ont juste besoin d'un coup de pied au cul ou de changer un petit peu leur scope. Mais après, de manière générale, on a des gens qui sont expatriés. Donc, tu vois, on a des clients qui sont en Espagne, on a des clients qui sont en Suisse, qui sont à Dubaï, qui sont au Canada, qui sont au Portugal. Et on a des clients qui sont vraiment locaux. Moi, j'ai des clients, ils habitent à 100 mètres de chez moi à vol d'oiseau. Hmm. Et donc, ils peuvent faire la même chose, mais ils ont soit pas le temps, soit pas les compétences,
soit juste besoin d'être rassuré pour un premier investissement ou deux, trois premiers investissements. Et après, on a des clients qui ont de l'apport à mettre, on a des clients qui ont beaucoup moins d'apport. Et en fait, on s'adapte surtout à l'objectif, à l'horizon d'investissement de chaque client. C'est ça qui compte. C'est qu'on est capable de trouver des immeubles de rapport qui crachent 12-13% de rendement brut, comme du truc hyper patrimonial où tu vas être à 3,5 net à la fin en faisant 300 euros d'effort d'épargne par mois. Mais ça, c'est pas un mauvais investissement. Non, bah non. Ça correspond à une cible Souvent. d'investisseur qui a Et il y un a objectif des différent. étapes différentes de vie, voilà, c'est ça. Bien sûr. Moi-même, j'ai commencé par du patrimonial, je suis allé sur des investissements avec un peu plus de cash flow. Aujourd'hui, j'ai consolidé les deux, ça s'équilibre extrêmement bien. Mais maintenant, par exemple, on en parlait dans le podcast qu'on a fait ensemble sur Money Tree, mais tu vois, j'ai envie d'avoir que des biens typiques, que des trucs sexy ou dans lesquels j'ai envie d'aller, qui me plaisent, ou tu vois, où t'as le coup de cœur, quoi. Voilà. Et c'est des biens où forcément, souvent, t'as pas le meilleur rendement parce que tu vas avoir le seul bien qui a la terrasse dans la ville et la terrasse, ça se paye. Mais ça se loue pas. Enfin, ça se paye, mais ça se loue. Ça se loue pas plus cher. Ouais, c'est Par comme contre, ça se loue tout de suite. les piscines, les maisons avec piscine ou les trucs comme ça. Enfin, voilà, ça peut faire dire oui ou non, mais ça va pas te changer. C'est Ne pas ça. louer 300, 400 euros de plus une maison parce qu'elle a une piscine, alors que c'est le coût que Ouais. c'est le coût que ça vaut, quoi. Par contre, à la revente, tu la retrouves. La piscine, tu la retrouves et Ouais, la c'est terrasse, ça. tu la retrouves. Ouais. Voilà. Mais Ça, on peut pas te l'enlever en plus, quoi. C'est sûr que ouais. le bien, il peut être daté, il peut être tout ce que tu veux, mais la terrasse, si elle est là, elle est là. Et puis, Et il y a deux biens équivalents. Celui qui a la terrasse, même s'il est plus cher, il se vendra toujours plus vite. Enfin, tu vois, parce qu'il y a ce truc un peu cet effet de rareté. En fait, c'est juste les basiques d'un marché. Hein. Là, c'est la rareté qui fait le prix, quoi. Donc, voilà, je suis plus effectivement là-dessus aujourd'hui, quoi. Intéressant. Donc, mais c'est des stratégies, ça dépend surtout de l'argent que tu as, de ta situation, du temps que tu as, de ton. Pourquoi les gens ils veulent du cash flow? Parce qu'ils n'ont pas de cash, hein, faut dire ce qui est. Si t'avais 500 000 euros, tu n'irais pas dans les villes qui sont connues pour faire du cash flow, quoi. Tu achèterais des trucs. Et après, souvent, enfin, en tout cas, l'histoire des 10 dernières années, peut-être que ça va changer, à montrer qu'acheter dans les villes où il n'y avait pas de renta, c'était peut-être le plus rentable sur le cycle complet, achat, location, revente, quoi. Bien sûr. Bah, c'est la différence que je fais. J'avais fait une capsule là-dessus sur le podcast, la différence entre le rendement et la rentabilité, quoi. Le rendement, c'est une vision court terme et la rentabilité, c'est une vision long terme à une échéance donnée. Et c'est comme ça que tu calcules l'investissement. En fait, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ben, l'investissement, c'est exactement pareil. Ouais. C'est à la fin que tu sais vraiment si ça a été rentable ou pas. Ouais. C'est pas la première année que tu le détiens, ça. tu vois. Donc, Tu peux faire du cash flow tous les mois et puis tu revends en perte. En fait, t'as bah, pas gagné d'argent, quoi. Et inversement, tu peux faire une méga plus-value sur un truc où tu avais 5% de renta. ouais, clairement, clairement. Donc, voilà, on accompagne des clients à faire, à se créer du patrimoine. Écoute, voilà, l'activité marche plutôt bien. Au final, je regrette absolument pas d'avoir quitté, tu vois, pour reprendre le sujet de tout à l'heure. Safety, c'est fini. Voilà. Safety, c'est fini. Bah, c'était une opportunité. C'était vraiment une opportunité pour moi voilà, de mettre un coup de pied au cul et de me remettre dans le bain de l'entrepreneuriat malgré quand même quelques échecs aussi. Voilà, tu l'auras compris. Mais C'est intéressant de voir, voilà, tu as eu vraiment un peu toutes les phases. Tu as eu des activités qui ont bien fonctionné, certaines qui ont fonctionné puis moins, des reventes, voilà, c'est le magasin de vélo. C'est ça aussi, là. Faut pas, enfin, je pense que c'est bien de mettre les gens au courant de tout ce qui est, un peu tous les scénarios. Puis on voit que c'était pas des grosses erreurs que tu as pu faire ou pas. Et puis en fait, voilà, ça a mené à des résultats différents. Donc, faut jamais après, oublier ça, quoi. Hein, ouais, puis il faut tenter en fait. Je pense que quand tu veux te lancer là-dedans, il faut faire preuve d'abnégation et de ne jamais, tu vois, baisser les bras, lâcher l'affaire si tu veux réussir un jour. Voilà, c'est sûr. C'est comme les sportifs de haut niveau, tu vois. J'étais, enfin, je sais pas, je prends un exemple à la con, mais tu vois, ce week-end, j'étais dans un skatepark où il y avait beaucoup de skateurs et les mecs, dans un bol, ils essayaient, ils se cassaient la gueule, ils se cassaient la gueule, ils se cassaient la gueule. Et ils faisaient ça, mais toute la journée. Le lendemain, je suis revenu, il y avait les mêmes personnes. Il y avait les mêmes personnes. Et toute la journée, ils essayaient, ils se cassaient la gueule, 99% de la journée. Voilà. Et en fait, c'est ça la vie d'un entrepreneur, tu vois, c'est de se casser la gueule, de se casser la gueule. Et en fait, celui qui se relèvera le plus de fois et qui aura appris à se relever à chaque fois mieux parce qu'il aura appris de ses erreurs, c'est lui qui fera la différence. C'est ça.
c'est ça qui change avec la vie de salarié, je pense, tu vois, où la prise de risque est beaucoup plus faible parce que l'erreur est peut-être plus punitive souvent. Enfin, elle peut dire que tu te fais virer tout simplement, quoi. Ou alors que tu es bloqué à un échelon et tu bougeras jamais. Alors que enfin, moi, je me rappelle dans mon premier boulot, on bossait énormément. J'avais ma collègue d'à côté, elle bossait comme une folle. Elle avait une toux de stress, en fait. C'était un truc, je savais même pas que ça existait. Et puis un jour, elle a pété un plomb contre une senior manager, là. Et c'était justifié, tu vois. Mais en fait, ça l'a grillé pour des années, quoi. Alors que, dans un vrai, si elle avait été entrepreneur, peut-être qu'elle aurait perdu un client sur 20, tu vois. Et puis elle aurait continué comme ça. Et puis là, ça l'avait grillé directement. Donc ça, je pense que c'est une bonne Et parfois, différence. quand tu es salarié, si justement ton manager il est pas très bon, il va souvent te laisser faire les mêmes erreurs, tu vois. Hmm. Parce que même lui, en fait, au final, il sera pas trop puni pour ce qu'il a mal fait, ou tu vois. Et des fois, Hmm. il y a aussi voilà, des gens qui n'apprennent pas du tout et jamais de toute leur vie, tu vois, aux professionnels de leurs erreurs qu'ils ont faites, quoi. Hmm. Jamais, 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 jamais. Donc, alors que quand tu es entrepreneur, tu le payes cash. Tu le payes cash. C'est ton pognon, c'est ton client, c'est ton image, ta Hmm. notoriété, et tu le payes direct. Ouais, c'est ça. Quand tu es investisseur IMO, que tu prends un mauvais profil de locataire, normalement, tu retiens bien la leçon, quoi. Et, euh, Carrément, carrément. et donc, c'est de pas reproduire. Et ça, t'en as plein. Et moi, j'étais le premier à avoir plein de bonnes intentions, tu vois, quand t'es investisseur. Ça part vite, quoi. Ça part vite, tu vois, là, le gars au chômage, bah, tu te dis, sa situation, t'aurais pu être dans la même, tu vois. Mais moi, c'est pas pour autant que tu vas le prendre. Ça, Ouais, t'apprends vite, quoi. ouais, c'est vrai. T'apprends vite. Ok, top. Bon, on a fait un bon tour. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est que tu as un tout petit peu enfin, tu as quand même deux biens au Portugal. Ouais. Peut-être si tu peux nous raconter comment ça s'achète, enfin, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est comparable à la France, est-ce qu'il y a un notaire ou non, est-ce qu'il y a un compromis ou non, est-ce que, voilà, si tu peux nous faire un peu le Ouais. topo là-dessus. Ouais, ouais, avec plaisir. Alors, je vais pas être hyper précis sur des trucs parce que, un, c'était en 2019. Je n'ai acheté qu'un parce que l'autre, c'est une maison de famille, donc c'est un peu différent. Mais j'en ai acheté qu'un pour faire vraiment de l'investissement et de la courte durée, donc c'était en 2019. C'était commencé à être un peu loin et c'est tellement folklorique, si tu veux, qu'au final, bah, je sais même pas trop ce qui s'est passé. J'ai un peu Hmm. subi. Ce que je peux te dire, c'est que l'acte, il doit faire 7 pages écrits en caractère 18. Donc, rien à voir avec les actes qu'on peut avoir chez nous. Il Compromis à 160 pages Ouais, avec. voilà. Alors, c'est vrai que souvent, un compromis, t'es plutôt entre 40 et 60, mais avec les annexes, t'arrives à 500, 600, C'est quoi. ça. Donc, bon, là, autant te dire que les annexes, c'est très, très light. Ce qui m'avait fait halluciner, c'est que chez le notaire, t'as l'agent IMO qui vient récupérer son chèque. T'as le propriétaire qui récupère son chèque, tu vois. Donc, c'est vraiment comme à l'ancienne, quoi, tu vois. Alors que Hmm. c'est un pays hyper digitalisé, le Portugal, hein, pourtant, au Hmm. niveau des... bon, parce que nous, on paye des impôts là-bas et tout ça, du coup. Tu vois, au niveau de tes déclarations, de tes suivis, au niveau bancaire et tout, le paiement sans contact, le machin, enfin, tout ça, c'est vraiment, je trouve, assez digitalisés, alors qu'on a toujours l'impression que c'est un peu tu vois, le pays pauvre du sud de, du sud de l'Europe, tu vois. Voilà, c'est le petit pays qui sert à rien, coincé entre l'Espagne, tu vois, et Et l'océan. l'Atlantique. Ouais, l'océan Atlantique. Mais, euh, mais au final, non. Alors que pourtant, franchement, acheter un bien immobilier. Alors déjà, il y a un truc, c'est que quand tu fais l'offre, tu réserves le bien, tu donnes un acompte. L'acompte, il est perdu parce que les conditions suspensives de prêt, ça n'existe pas, hein. Hmm. Donc, faut être sûr d'avoir ton financement ou de payer cash si t'as pas de financement, ou d'avoir quelqu'un qui te suit en tout cas, quoi, d'avoir une porte de sortie ou tu vois de substituer une autre personne ou faire voilà. Tu laisses vraiment un chèque et le Et chèque est la compte, donné au propriétaire. c'est un pourcent, c'est quel pourcentage à peu près, tu sais? Alors, il me semble, je vais pas te dire de bêtises, nous on a acheté un bien donc on l'a payé 170 000 euros et on a laissé 20 000. Ah ouais, quand même, ouais. Donc, Ouais, 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 10%. tu m'as 10 bons Ouais. pourcents. Ouais. Donc voilà, nous pour te dire, pour te parler un peu d'Invest, donc il fait 82 mètres carrés. Il y a deux chambres, mais aussi un canapé lit. Puis dans une chambre, tu as quatre couchages, donc tu peux loger entre 6 et 8 personnes. Il y a un balcon, vue sur l'océan, 300 mètres des plages, dans une résidence avec une énorme piscine qui est entretenue.
par un hôtel qui a la moitié de la résidence, en fait. La moitié de la résidence, c'est un hôtel. Donc, lui, il prend en charge tout l'entretien. Donc, on n'a que 250 euros de charge de copro par an, tu vois. Ah ouais, Voilà, pour une incroyable. résidence avec piscine au bord de la plage, tu vois, super bien. Enfin, vraiment, il y a des restos dans la résidence, il y a des trucs et tout sympa. Et on a payé 570 000 euros en 2019. Aujourd'hui, ça vaut plutôt 220, 230. Quand je regarde les prix, parce que nous, on aimerait bien racheter là-bas. Et tu vois, toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très difficile pour un investisseur. Et moi, j'essaie de m'enlever ça, mais c'est toujours très difficile de se dire, putain, t'as acheté 170, aujourd'hui, tu dois acheter 230, le même bien. Voir, tu vois un peu des petits défauts que, même si peut-être globalement il peut être un petit peu mieux, si la douche elle est pas aussi bien ou la vue pas exactement pareil, tu te dis putain, en plus je paye plus cher, c'est Ouais, moins bien quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en fait, bon, il faut pas quoi. C'est le marché qui est comme ça aujourd'hui. Il faut acheter au prix. C'est comme quand tu investis en bourse. Si tu achètes tous les jours pendant 10 ans, ben, tu sais que ton prix d'achat, tu le lisses quoi. En immobilier, c'est ce que je dis aussi souvent. Tu as un bien, ben, tu as 100% de risque. Tu as 10 biens, tu dilues ton risque en 10 quoi. Tu vois. Donc forcément, ton prix d'achat aussi, tes rendements aussi, etc. Donc voilà, après, non, c'est assez, ouais, c'est un peu plus exotique et folklorique quand même qu'en France, ça c'est certain pour acheter. Voilà. Et comment Mais c'est géré? T'as une conciergerie? non, alors il y a des conciergeries, ouais. Donc nous, on est en Algarve dans le sud, hein, donc hyper touristique. Euh, voilà, beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemands, il y avait beaucoup de Russes aussi à une époque. Il y en a un peu moins. Mais, Les avions, ils arrivent plus. voilà. Mais hollandais, etc. Beaucoup de blonds en fait par rapport à la population locale, tu vois. Ouais. Et il y a des conciergeries, mais on travaille pas avec elles. En fait, on fait travailler des gens en local, qui sont des gens. Tu sais, là-bas, les gens travaillent assez tard. Tu vois, à 65 ans, tu bosses encore. Les salaires sont assez bas. Donc, c'est vrai que nous, on paye moins cher qu'une conciergerie qui serait créée par des Anglais, on va dire, tu vois, ou pilotée par des Anglais. On paye beaucoup moins cher. On a des Portugais qui connaissent très bien les lieux, etc. C'est-à-dire que quand tu veux refaire une clé, ça te coûte 1,50 €, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu aussi ça, mais du coup, eux, ils ont vraiment les tips du coin. On les paye 65 € par location pour faire Ok. le ménage, s'occuper du linge, etc. Que la location fasse 3 jours ou 3 semaines, on les paye 65 €. Ils s'occupent de Ok. l'entrée, de la sortie, d'échanger les messages. Ils font tout ce que fait une conciergerie. Ok. Tu prends une conciergerie, ça te coûte entre 20 et 30 points, dépendamment si tu inclus le ménage ou pas dedans. 20 et 30 points sur une location à 900 € la semaine, ça va vite, quoi. Tu vois. Ah ouais. Ok. Top. Puis ouais, au moins c'est fixe. Ouais. C'est sûr que c'est dur, tu vois, les conciergeries, enfin tout dans l'investissement et tout. Tu sais jamais ce qui est le mieux, payer un truc fixe ou payer un truc variable, parce que le variable, ça va motiver d'un côté à faire plus cher, plus vendre et tout. Après, si moi demain j'étais une conciergerie, je pense que c'est beaucoup plus simple de remplir deux biens à 50% qu'un bien à 100%, tu vois. Donc, Ouais. Ouais. donc si t'es payé qu'en variable, ça va pas. Après, le fixe, ben voilà, c'est toujours pareil. Tu vas avoir, bon, bah, quoi qu'il arrive, c'est fixe. Donc, si t'es une conciergerie, bah, peut-être tu vas juste vouloir louer au maximum, peu importe le prix, quoi. Donc, c'est toujours compliqué de voir. C'est un peu comme les agents IMO. Il y a rien qui justifie enfin, tu vois, à la limite, c'est plus simple de vendre un bien à Paris que à Toul, ou j'en sais rien. Et en fait, souvent, c'est payé en pourcentage, alors que tu te dis, ouais, mais ça devrait être un truc fixe. Ton boulot, c'est exactement le même. Sauf qu'en plus, tu as 100 acheteurs à Paris. Pourquoi est-ce que tu es payé en pourcentage? Alors, tant mieux Ouais, pour c'est les vrai. agents immo parisiens, mais ouais. C'est vrai. Mais tu vois, nous, sur le Portugal, on gère quand même l'annonce et le pricing. Et en fait, tout le calendrier, c'est nous qui le gérons quand même. Mais si t'as un bien, Euh, c'est le mieux, hein, c'est vraiment le mieux, hein. ouais, parce que là, c'était assez simple. Sur Toulouse, on en a 5, tu vois, des locations courte durée sur Toulouse. Et là, pour le coup, on a tout délégué. Parce que ça devient un métier après, tu vois. Donc, c'est soit tu fais ça, et effectivement, bah, le cash flow, tu le prends pour toi, et puis c'est ta rémunération, etc. Mais il faut que tu aies envie de gérer des merdes à 23 heures le dimanche, et puis aller faire des ménages quand ta femme de ménage est pas dispo, et changer les draps, etc. C'est un autre métier. Soit, effectivement, tu délègues tout à une conciergerie, et le cash flow, bah, tu l'as plus, tu le donnes à une conciergerie, mais tu te payes la tranquillité. Et puis, ton temps, t'en fais autre chose, parce que notre valeur, elle est pas là, tu vois. Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte, quoi. Et sur le Portugal, donc avec Artae, sur l'investissement clé en main, on va commencer à développer justement une offre pour le Portugal, parce que maintenant on a le réseau sur place, on a la connaissance du marché, on a le recul nécessaire. Ça fait 4 ans qu'on exploite, on a le recul nécessaire. Aussi sur les saisonnalités, on a passé le Covid, on a vu l'avant, on a vu l'après. Tu vois, on a quand même une bonne vision du marché, donc on est capable aujourd'hui quand même d'aller délivrer un service. On a quand même un bon réseau sur place parce que
on a la maison, donc on y va quand même souvent. Tu vois, on a une petite équipe. Enfin, franchement, on est plutôt bien vu là-bas. Et donc, je fais un appel à tous les auditeurs de Vibe Super Patron. communauté. Je cherche un cobaye qui serait prêt, du coup, à nous faire confiance pour un premier accompagnement en investissement dans le sud du Portugal. Voilà. Ok. Donc, si ça intéresse quelqu'un, L'appel est lancé. c'est ça. On fera une belle remise sur les honoraires d'accompagnement. Voilà. Une belle remise. Et Julien me fera un virement de 5000 Voilà. euros Revolut instantané. Hors taxe, hors taxe. Hors taxe, bien entendu. Ouais. Ok, top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si on veut te contacter, Instagram, je suis assez actif. Je partage tout mon quotidien sur Insta. C'est Julien Calamotte, tout attaché. Donc Calamotte, bah, vous le voyez sur la vignette de l'épisode si Thibaut n'a pas fait de faute, mais c'est Calamote. Il y en a qui mettent souvent 2T. Donc voilà, Julien Calamotte, tout attaché sur Instagram. Julien Calamotte en 2 mots sur LinkedIn aussi. J'essaie d'être un peu actif sur LinkedIn. J'ai une plus grosse communauté d'ailleurs sur LinkedIn que sur Instagram. C'est de mes années salariat. Voilà. Mais j'étais plus actif quand j'étais salarié pour le coup. C'est con, hein, parce que ouais, t'as l'impression que c'est un mais truc LinkedIn, un peu... c'est un bon réseau pour. Enfin, moi, je suis pas très peu dessus, mais c'est vrai que tu peux mettre des liens, tu peux écrire plus que sur Insta. T'as l'algo, j'ai l'impression voilà, il est plus dans la découvrabilité et tout. Ouais. Et aussi avec des gens, voilà, qui sont pas là que pour chercher des fit girls ou des gens qui mangent, qui mangent des gros gâteaux, des trucs comme ça. Ouais, c'est Ok. vrai. Et après, on organise aussi avec le groupe Artaï, on organise des événements sur la région toulousaine, des séminaires. Ok. Donc voilà, le prochain, c'est le 24 juin. 24 juin à Toulouse. Donc voilà, ça aussi, vous pouvez aller voir plus d'infos sur le site investiratoulouse.com et on va en organiser un premier à la rentrée aussi à Lyon. Et en fait, partout où on s'implante, on va organiser des séminaires pour voilà, faire vivre un petit peu le monde de l'investissement immobilier en local parce que on en a organisé déjà 3 sur Toulouse et ça prend super bien, les gens sont contents, tu vois. On essaie toujours de faire du qualitatif et ça fonctionne, donc on continue. Voilà. Top. Et on sent l'expérience SEO investiratoulouse.com. Ouais, C'est pas tombé du ciel, ça. c'est ça, c'est ça. Ça fait quelques années en plus que je l'ai ce site, donc tu vois, je pense qu'il est bien, il rank bien comme on dit. Ouais. SEO. Yes. Bah top. Bah je te remercie Julien. Je te souhaite tout le meilleur dans tes nouvelles activités. Ouais, Je te dis merci à très Thibaut. bientôt. Merci Thibaut. Ciao, ciao, à bientôt. Bye Ciao. bye. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Merci à tous. Je vous l'ai pas dit en intro. Bah oui, l'intro ne peut pas durer non plus 1 heure. Pour les épisodes avec ma petite fourmi, c'est un des épisodes qui a le mieux cartonné, si ce n'est celui qui a le mieux cartonné. Donc merci à vous. Et je vais pas vous demander de commenter, liker, partager. Vous le savez, on le veut tous. Mais je sais qu'on a plein d'autres choses à faire plus intéressantes. Mais par contre, la semaine prochaine, très probablement, parce que l'épisode il est pas encore enregistré, mais je vous le dis d'avance, on va avoir l'épisode que j'attendais le plus en termes de, j'allais dire follow-up, vieil anglicisme, en termes de suivi d'invités. Donc ce sera pour la 2e fois qu'on a cet invité et on aura quelqu'un que j'ai suivi depuis 1 an et demi maintenant, depuis qu'il est passé sur le podcast. Son histoire vraiment, elle m'avait touché et je pense qu'elle avait touché énormément de monde. On va avoir normalement Celestino qui était surendetté et qui a fait son dernier versement là par rapport à ses dettes. Il avait plus de entre 50 et 60 000 euros de dettes et de dettes pas de dettes immobilières, de dettes de crédit conso et tout ça. Et il a réussi à s'en sortir. Chaque mois, il nous faisait un bon suivi. Voilà, j'ai essayé de le soutenir comme j'ai pu. Et puis visiblement, il y a eu pas mal de gens, notamment qui étaient arrivés du podcast, qui l'ont soutenu. Donc bravo à toi, Celestino. Et j'espère vraiment bien que on va pouvoir enregistrer. Voilà, notre podcast, il est prévu. L'enregistrement, il est prévu, mais on n'est jamais à l'abri des aléas de la vie. En tout cas, normalement, vous aurez l'épisode avec Celestino. Comment rembourser 60 000 euros de dette quand on est surendetté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à liker, commenter, partager quand même. Et à très bientôt. Bye bye.